Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous ne me connaissent peut-être pas encore. Nicole Barral, donc conseillère municipale et vice-présidente de l'Office du tourisme. Nous avons souhaité renouveler cette réunion publique qui existait auparavant, qui avait été abandonnée par manque de fréquentation. Nous espérons la redévelopper à l'avenir. C'est notre première réunion pour le précédent cette saison d'été. Et donc, nous la remettrons en place chaque début de saison pour vous faire un point sur l'ensemble des activités, ou du moins l'ensemble de la vie de la station en général, et principalement en ce qui concerne les actions menées par l'Office du tourisme. Donc, nous vous remercions de votre présence. Nous aurions souhaité davantage de commerçants. La station ouvre samedi, certains sont en préparatifs. L'horaire 16h choisi pourra être vu éventuellement, suivant les souhaits des acteurs économiques de la station, puisque je rappelle que cette réunion est ouverte à tous, c'est-à-dire les résidents principaux, bien sûr, les acteurs économiques, les non-actifs, les résidents secondaires. Il est vrai qu'actuellement, nous sommes encore en éveil, j'allais dire, pour la saison d'été, donc espérons que cela prendra, que cette réunion pourra se développer avec la présence de beaucoup plus d'acteurs économiques, puisque ce sont essentiellement eux qui nous font vivre, qui font vivre la station et dont nous avons besoin, bien sûr, pour avoir toute l'activité que nous avons pendant nos saisons d'hiver et d'été. Donc, un point vous sera fait sur différents points. Vous avez dû voir l'ordre du jour. Si vous êtes là, c'est que vous avez eu l'information un peu, j'allais dire, par la voie publique, mais aussi sur la newsletter qui paraît toutes les semaines. Donc cette newsletter, comme vous le savez, c'est une communication station, j'allais dire générale, qui est adressée par mail. Elle est montée conjointement avec les services de communication de la mairie et l'Office du tourisme. Elle vous redonne toutes les activités prévues, les calendriers des manifestations. Sur la newsletter de ce matin, vous avez les horaires des navettes, vous avez les fermetures de route à l'occasion de la marmotte qui va se dérouler ce week-end. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires. Alors vous qui êtes là aujourd'hui, je vous demanderai de relayer auprès de vos homologues, pour les restaurateurs, les hôteliers, les hébergeurs, tous les commerçants, que cette lettre n'est pas envoyée automatiquement, mais actuellement plus de 700 personnes la reçoivent. L'Office du tourisme et la mairie peuvent voir qui a ouvert ou pas ouvert. On vous incite à l'ouvrir toutes les semaines. S'il y a une activité ou un événement particulier, à ce moment-là, une newsletter paraît entre deux, et de dire autour de vous que pour recevoir ces informations, les personnes doivent en faire la demande soit auprès de l'Office du tourisme, auprès de Lionel Royer, soit auprès d'Aurélie Quintard à la mairie. À partir du moment où votre adresse mail sera enregistrée, vous recevrez automatiquement tous les mardis matins cette newsletter. Elle est importante parce que toutes les informations y sont. Alors vous avez également les documents papier, mais peut-être que petit à petit ces documents papier seront supprimés, pourquoi pas, ce n'est pas encore d'actualité. Certaines stations le font déjà, donc toutes les infos passent par Internet. Et vous pouvez également, via le blog, trouver toutes les informations. Donc il est important que vous relayiez auprès de vos collègues cette information, puisque de temps en temps, dans la station, on entend « oui, on n'a pas les informations, il y avait cet événement, on ne savait pas ». Tout est sur la newsletter de la mairie. Et si vous avez des informations à faire passer, donc les informations sont recueillies bien sûr au niveau de la mairie, au niveau des associations, au niveau des particuliers, de tout ce qui peut se passer dans la station. Les informations passent sur cette newsletter et également sur le blog de la station, vous pouvez avoir les informations. Donc, soyez actifs sur ce sujet, j'allais dire, puisqu'il est important. On a les moyens de communication maintenant sont quand même faciles, chacun a son téléphone sur lequel il peut avoir toutes ces informations, j'allais dire, en live. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons certaines personnes qui sont là. Donc, dans un premier temps, Carole Genevret de l'Institut Comet va vous présenter donc le bilan des hébergements sur l'hiver. Ensuite, vous aurez les retombées presse et médias présentés par Thierry Auzet de l'agence Révolution Air et ainsi que Fabrice de l'Office,
qui lui vous parlera plutôt du bilan des événements qui sont déroulés tout l'hiver et également des événements à venir pour la saison d'été. Le premier événement étant bien sûr la marmotte qui se déroule, comme vous le savez, samedi et dimanche. Et cette réunion sera suivie d'échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et Monsieur le maire vous clôturera la réunion par un petit mot pour la saison d'été. Donc, bienvenue à tous. Je vais laisser la parole à Carole, donc, qui va vous faire un bilan sur la fréquentation hivernale, globalement, enfin, sur la station et globalement peut-être sur le département. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour, Carole Genevret de la société Comet. Je vous propose qu'on regarde aujourd'hui le modèle économique et les enjeux de la saison d'hiver sur l'Alpe d'Huez. Pour vous resituer Comet, tout d'abord pour les personnes qui ne me connaissent pas, on est une société basée sur Chambéry qui travaille tout particulièrement en accompagnement des stations de ski sur l'ensemble du secteur de la montagne française, à la fois sur une casquette de stratégie d'accompagnement au développement touristique, une autre d'accompagnement sur les finances, la gestion, l'organisation publique et privée, point important dans ces moments de réforme territoriale plus particulièrement, et puis en accompagnement aussi de l'ensemble des structures publiques ou privées, des hébergeurs tout particulièrement, sur du développement marketing et commercial. Ce qui fait qu'à travers nos différentes compétences métiers, on peut vous apporter, à travers une approche globale, vraiment un accompagnement aussi sur mesure pour répondre à vos spécificités et aux enjeux de votre station. Ce que je vous propose de voir aujourd'hui au niveau du modèle économique et des enjeux de la saison d'hiver, c'est de partir tout d'abord du cœur de l'activité avec notamment l'hébergement touristique sur l'Alpe d'Huez, les spécificités de votre capacité d'accueil touristique en la comparant à un panel de stations, à la fois d'altitude ou de stations village, pour vraiment tenir compte de vos forces en termes de structure d'hébergement. De voir ensuite quelle est la fréquentation touristique, le poids des différentes saisons d'hiver et d'été, impactées tout particulièrement par le Tour de France aussi sur la saison estivale. De voir ensuite vos résultats de la saison d'hiver 2013-2014, qu'on va dérouler tout particulièrement au niveau global de la fréquentation, revenir derrière sur les performances commerciales des hébergements et les performances également du domaine skiable. Enfin, on abordera également un point très important pour votre station, c'est la commercialisation avec la clientèle étrangère sur les marchés étrangers. Et puis enfin, des préconisations stratégiques pour essayer de travailler, d'anticiper et d'améliorer la fréquentation touristique de la station. Si on démarre par les spécificités de votre capacité d'accueil, le premier point, tel que vous voyez ici, on est vraiment sur une station de grande taille, équivalente donc en termes de lits à plus de 32 000 lits touristiques, presque 33 000. En termes de volume, c'est une station équivalente à la station des Arcs ou à la station de Tignes. Autre spécificité, c'est le poids de vos lits professionnels sur l'ensemble de ces lits. Vos lits professionnels représentent 35% de votre capacité d'accueil. Vous le voyez, si on compare aux stations du réseau d'altitude, auquel à chaque fois vous serez comparé en qualité vraiment de grandes stations là-dessus, c'est un poids légèrement inférieur à ce qu'on peut constater dans les autres stations, puisque généralement sur le réseau, on a une tendance à 42% de capacité d'accueil professionnel, et dans les stations village, 29%. Donc un poids inférieur en termes de volume, mais ça reste quand même un volume considérable de lits professionnels, puisque plus de 11 500 lits touristiques sont dans le secteur professionnel d'hébergement. Vous le voyez ici, sur l'ensemble des stations que nous pouvons suivre au niveau du réseau Comet, vous avez ici en rouge l'Alpe d'Huez, avec des volumes de stations donc comparables aux Arcs, Tignes ou à Méribel. Donc dans le top des grandes stations en termes de capacité d'accueil. Autre spécificité sur la structure de vos lits professionnels, cette fois-ci, on est vraiment sur une structure d'hébergement qui est très complémentaire, je dirais, entre les différents secteurs d'hébergement. Le premier point de votre capacité d'accueil chez vous est concentré dans les villages clubs, les centres de vacances, gîtes et tours opérateurs, avec un volume de lits aussi conséquent en tour opérateur géré directement par des hébergeurs. Donc 32% de votre capacité d'accueil professionnel est gérée par ce secteur-là, contre 21% dans les stations d'altitude. Le deuxième secteur d'hébergement en termes de volume, c'est le secteur des résidences de tourisme, qui représente 29% de votre capacité d'accueil. C'est un poids qui est légèrement inférieur à ce qu'on peut avoir dans les stations d'altitude, qui est à 33%. À savoir que normalement, c'est traditionnellement le secteur le plus fort également commercialement
en termes de remplissage. Troisième secteur d'hébergement chez vous, les agences immobilières, qui représentent 28% de la capacité d'accueil professionnel. C'est un poids qui est inférieur à ce qu'on peut constater d'une manière générale dans les stations d'altitude, qui sont à 33%. Et c'est notamment ce secteur-là qui est le premier secteur d'hébergement dans les stations-villages, avec 42%. Et puis enfin, également le secteur hôtelier, qui représente 11% des lits touristiques professionnels dans votre station, légèrement sous-représenté par rapport aux autres réseaux que vous pouvez avoir dans le réseau, mais qui restent dans la tendance. Comment ont évolué vos lits professionnels sur la station? Alors, après une phase de perte de lits importante, qu'on ne voit pas ici sur le moyen terme, on est au contraire maintenant là, depuis 4-5 saisons, sur de nouveau une création et un gain de lits professionnels, une tendance à la hausse, puisque vous les avez gagnés entre 2011 et 2014, 256 lits professionnels, donc 2% de capacité d'accueil, et cet hiver, on a été grosso modo stable aussi en termes de capacité d'accueil. Ce point est très important parce que, de nouveau, vous êtes en train de gagner des lits touristiques, en tout cas c'est le phénomène qu'on constate sur les dernières saisons, alors que ce n'est pas du tout la tendance qu'on constate sur les autres stations. On est au contraire dans une tendance importante à la perte de lits professionnels, dans tous les secteurs d'hébergement, je dirais, mais plus particulièrement en résidence de tourisme ou en agence immobilière. Vous le voyez ici, sur notre réseau, dans les stations d'altitude, on a perdu près de 3600 lits, soit quasiment 2% de la capacité d'accueil professionnel. Et on constate également la même chose dans les stations villages, en termes de volume, 3400 lits, moins 4,4%. Ça, c'est une tendance qu'il faut vraiment garder à l'esprit et qui va être importante aussi pour l'avenir de votre station, notamment avec les échéances de sortie de baux des résidences de tourisme auxquelles vous allez être confrontés aussi dans votre station. Si on regarde par catégorie d'hébergement chez vous, l'autre spécificité, quand on le regarde aussi en fonction des différents secteurs d'hébergement, on a eu une légère perte de lits dans les résidences de tourisme déjà depuis 2011, 82 lits perdus, et puis un phénomène qui est à l'opposé de ce qu'on constate sur le réseau. Les agences immobilières chez vous gagnent des lits, 128 lits gagnés depuis 2011. Enfin également des gains de lits, notamment dans les villages clubs, centres de vacances, gîtes et tour opérateurs, 181 lits. Donc on a vraiment des disparités en fonction des différents secteurs d'hébergement. Comment évolue maintenant votre fréquentation touristique en fonction des saisons? Quel est le poids de la saison d'hiver? Quel est le poids de la saison d'été sur l'ensemble de votre modèle économique? Alors l'Alpe d'Huez, déjà, forcément dans votre fréquentation, un point qui va impacter terriblement, c'est l'accueil ou non du Tour de France. Premier point, qui va forcément impacter sur le poids de votre saison d'été. La saison d'été, traditionnellement, représente 17% de votre activité. Et sur une année où vous accueillez le Tour de France, on peut monter à 21% de l'ensemble de votre fréquentation qui se réalise dans ces cas-là au niveau du poids de l'été. Donc ça, c'est à tenir en compte par rapport à l'évolution estivale. Toujours est-il que votre modèle économique repose chez vous essentiellement sur l'activité hivernale, puisque 83% de l'ensemble de la fréquentation touristique est réalisée sur l'hiver. C'est un point très très important, puisque c'est déjà un poids aussi à travers cette activité-là hivernale, l'activité de votre station et l'ensemble des atouts que vous avez sur votre station, c'est un poids qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'on peut constater sur l'ensemble des stations d'altitude. Vous le voyez, dans l'ensemble des stations d'altitude, l'hiver représente 77% de la fréquentation touristique. Donc chez vous, c'est encore beaucoup plus important que ce phénomène-là. Si on regarde maintenant sur les 3 dernières années, depuis 2011, comment votre fréquentation a évolué, on est tout d'abord sur une fréquentation annuelle qui est vraiment remarquable puisqu'on est à plus de 1,7 million de nuitées qui se tient, je vais dire, qui est légèrement en perte de vitesse puisqu'on a perdu une érosion de fréquentation, là notamment depuis 2007, alors qu'auparavant on a eu des progressions dues notamment à la construction de lits en résidence de tourisme et tout particulièrement dans les stations-villages. Mais depuis quelques saisons, on est au contraire sur une tendance à la perte de fréquentation. Quels sont vos résultats maintenant de cet hiver? Comment s'est traduit votre saison d'hiver? Le point important, c'est que vous êtes l'une des rares stations à être en progression en termes de fréquentation touristique.
Vous avez gagné 1,2% de nuitées cette saison d'hiver, avec un volume de lits quasiment stable. Donc c'est vraiment une belle performance pour votre station, comparée aux autres stations, où globalement sur la tendance du réseau, on est plus à une perte de fréquentation aux alentours de 2% dans les stations, avec des variations très importantes et des stations d'altitude qui souffrent plus particulièrement. En fonction des différentes périodes, les évolutions ont été plus marquées sur certains moments. Sur la semaine, par exemple, la période de Noël-Nouvel An, vous avez progressé de plus de 3000 séjours, 1,6%, avec une semaine de Noël qui a été légèrement moins bonne que ce qu'on avait pu avoir l'hiver précédent, et au contraire, une semaine du jour de l'an qui a été vraiment très très performante. Je vous insiste à être vigilant sur votre positionnement tarifaire, notamment sur la période de Noël, à bien vérifier les écarts tarifaires pour les hébergeurs en tout cas, puisque ces résultats-là, généralement, se traduisent aussi par une problématique tarifaire sur la semaine de Noël. Votre période d'intervacances de janvier-février, sur laquelle vous avez perdu des séjours, certes, 1,4% sur l'ensemble de la période, mais qui a été essentiellement impactée par la semaine 7, que vous voyez ici. On était stable sur toutes les autres périodes. La semaine 7 correspondait à la semaine des vacances belges sur l'hiver précédent. Donc c'est tout à fait normal aussi d'avoir cette baisse de fréquentation-là sur cette période-là. Votre période de vacances d'hiver, sur laquelle vous étiez par contre très en retard l'hiver précédent, vous avez réussi à générer des séjours supplémentaires cette saison, puisque vous terminez à plus 3,8%, essentiellement avec une très bonne semaine pour vous, qui a été la 3e semaine. Alors que vous auriez pu progresser aussi, j'ai envie de dire, sur les premières semaines, la semaine 8 et la semaine 9, qui bénéficiaient davantage de clientèle étrangère. Donc là aussi, vigilance sur des éléments de positionnement tarifaire. Et puis, une belle semaine 11 qui est bien performée, alors que sur l'ensemble des autres stations, on est au contraire sur un fort repli sur cette semaine-ci. Là où par contre, vous accusez un retard plus important, ça a été sur l'intervacances de mars-avril. Donc une fois qu'on a passé nos vacances scolaires de février, vous le voyez ici, d'entrée, vous souffrez plus particulièrement que les autres stations et vous avez été en repli de fréquentation sur ces périodes-là, également au niveau de l'ensemble des hébergements. Sur les vacances de printemps, par contre, vous avez su bénéficier et profiter du calendrier plus favorable à la fois des vacances françaises qui démarraient par la zone parisienne sur la semaine 16, et puis également de potentiel de vacances étrangères sur ces semaines-ci. Donc vous avez vraiment réussi à bien capter de la clientèle sur la semaine 16, et puis à tirer votre épingle du jeu aussi sur la semaine 17, pour terminer avec une progression en termes de nuitées de plus 16 000 nuitées supplémentaires, donc ce qui est aussi une belle performance sur cette période-là. Donc vous voyez vraiment à travers ça les points de vigilance aussi qu'on peut avoir sur l'ensemble de la saison d'hiver et comment essayer de travailler pour la suite, pour l'avenir, pour le calendrier, vos positionnements tarifaires tout particulièrement pour la saison prochaine. Si on regarde maintenant par catégorie d'hébergement, on est sur des résultats qui sont très différents aussi en fonction du secteur d'hébergement. Tout d'abord, le secteur des résidences de tourisme. Alors c'est un secteur sur lequel déjà on a perdu en termes de capacité d'accueil, puisqu'on a perdu 2,2% d'appartements sur ce secteur-là. Par contre, c'est un secteur qui a bien progressé en termes de taux d'occupation. On se retrouve vraiment sur une stratégie maintenant des opérateurs aussi en résidence de tourisme, et ça c'est valable pour l'ensemble des stations, où on est en train de faire un ménage, je dirais, dans l'ensemble de la capacité d'accueil, de réduire la capacité d'accueil d'ensemble du volume de lits et d'essayer d'améliorer son modèle économique, son business plan là-dessus. Donc vous le voyez vraiment typiquement chez vous, avec cette progression-là du taux d'occupation, qui au global est bénéfique sur l'ensemble de la station, en tout cas chez vous, puisqu'il s'est traduit par une augmentation des séjours de 1,4%. Ce n'est pas toujours le cas par contre. Imaginez si derrière vous perdez des lits et que vous avez un taux d'occupation qui est stable, voire en régression, c'est le cas dans beaucoup d'autres stations, là ça devient plus compliqué. Donc toujours est-il, une très belle performance des résidences de tourisme qui termine avec plus de 80% de taux d'occupation de l'ensemble des appartements. Vous voyez par contre les différences aussi de trous en fonction de la saison, là où éventuellement on aurait pu avoir aussi de meilleures commercialisations, à la fois sur la période d'intervacances de janvier-février, ou également sur la semaine 11,
où on a une baisse d'activité. Également, ces résidences de tourisme ont réussi à bien commercialiser sur la semaine 15, un peu moins sur la semaine 16. Ça fait partie des points de vigilance sur lesquels je vous alertais sur la stratégie vraiment commerciale aussi pour l'Alpe d'Huez. C'était vraiment d'essayer de travailler la saison jusqu'au bout et de ne pas avoir une déprogrammation juste après les vacances de février, ou en tout cas là, sur la mi-mars, début avril. Le secteur des agences immobilières, on est sur un volume d'appartements qui est resté stable par rapport à l'année précédente. Par contre, on accuse de nouveau une baisse du taux d'occupation des appartements sur ce secteur-là, qui a été de 53,6%. Donc vous voyez vraiment les différences aussi de niveau d'activité économique en fonction des secteurs d'hébergement. 80% d'occupation pour les résidences de tourisme, on passe à 53,6% pour les agences immobilières, avec une plus grande difficulté sur les agences à commercialiser tout d'abord la semaine de Noël, un moins bon remplissage sur cette période-ci, une difficulté également due à une moindre possibilité de travailler sur la commercialisation des marchés étrangers sur l'intervacances de janvier-février. Concernant les vacances d'hiver, elles ont bien scoré sur la semaine 10, elles auraient pu mieux faire également sur la semaine 8 et 9, et également sur la semaine 11. Et puis ensuite, on retrouve cette difficulté de commercialisation, notamment sur les marchés étrangers, sur l'ensemble de la fin de saison. À noter toutefois une belle performance aussi sur la semaine 15 et sur la semaine 16 pour les agences immobilières. Toujours est-il que c'est un secteur qui termine en baisse avec moins 3,3% de séjours. Donc en fonction des secteurs d'hébergement, on a des résultats économiques qui vont impacter différemment l'activité globale de la station. L'hôtellerie maintenant. Sur l'hôtellerie, tout d'abord, on a perdu 5,4% de lits, un établissement qui a été transféré dans un secteur de centre de vacances tour opérateur. Et puis également, on a assisté à une baisse du taux d'occupation des chambres, avec des variations beaucoup plus importantes que ce qu'on avait pu avoir sur l'année dernière, impactées tout particulièrement sur l'intervacances de janvier-février, vous le voyez ici au niveau des décalages, également plus particulièrement sur les vacances de février, et puis sinon on a été grosso modo sur les mêmes tendances, à savoir tout de même que l'hôtellerie n'a pas forcément pu bénéficier de la fréquentation et des opportunités de clientèle aussi avec les périodes de vacances sur les semaines 16 et 17 comme on pouvait l'avoir sur les autres secteurs d'hébergement. Les villages clubs centres de vacances gîtes tour opérateur, enfin, on termine avec un gain de lit donc de ce transfert d'établissement hôtelier dont je vous parlais, avec un gain de lit de 4,6% sur ce secteur, et également une amélioration du taux de remplissage de 2,5%, ce qui fait que c'est un secteur qui termine à plus 8 en termes de séjour, avec une bonne progression, et vous voyez qu'on est vraiment sur une courbe dans le haut du panier, qui rejoint celle des résidences de tourisme, avec un taux d'occupation de plus de 76%, en fonction, avec quelques trous, plus petits trous, sur l'ensemble de la saison. Au global, vous voyez ici les différences de volume sur cette ligne de séjours réalisés par les différents secteurs d'hébergement. Le premier secteur, donc en apporteur vraiment d'affaires, je dirais, sur votre station, le secteur des villages clubs, qui représente plus de 51 000 séjours, qui termine à plus 8. Derrière, les résidences de tourisme, plus de 40 275 séjours, qui terminent à plus 1,3. Suivi derrière par les agences immobilières, 25 800 séjours qui terminent par contre à moins 3,3%. Et puis l'hôtellerie avec 10 680 séjours qui terminent à moins 12 avec une baisse de capacité d'accueil, comme je vous le disais aussi tout à l'heure. Et puis enfin le secteur des lits diffus, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de la commercialisation par des opérateurs professionnels, qui représentent plus de 21 000 lits sur l'ensemble de votre station. Ces secteurs diffus ont légèrement progressé et enregistrent plus de 97 000, presque 98 000 séjours qui sont réalisés dans ce secteur d'hébergement. Si on regarde globalement l'activité et votre modèle économique touristique, vous voyez que ce sont vos 35% de lits professionnels qui réalisent plus de 57% de l'activité
touristique des hébergements sur l'Alpe d'Huez. Donc pour moi, c'est vraiment un point essentiel et un enjeu majeur d'arriver à garder une capacité d'accueil professionnelle dans votre station. Je vais passer sur les performances très rapidement en termes de rendement des lits. Donc les rendements, ce sont à chaque fois combien un lit est occupé par semaine sur l'ensemble de la saison d'hiver, qu'on compare avec les performances moyennes qu'on peut avoir dans les stations d'altitude et dans les stations village. Vous voyez que vous avez des secteurs qui sont vraiment avec des différences de performance importantes. Si on regarde déjà vos villages clubs et tirés par les tours opérateurs, on est vraiment avec des niveaux de performance qui sont très élevés. 13,7 semaines occupées sur l'ensemble de la saison d'hiver et qui sont vraiment meilleurs que ce qu'on peut avoir dans toutes les stations d'altitude qui sont uniquement à 12 semaines. Vos résidences de tourisme ont également des performances très honorables avec 11,7 semaines occupées contre, on est là cette fois-ci dans une performance qui est entre les stations d'altitude et les stations village, puisqu'on aurait à peu près une semaine de progression si on voulait atteindre la performance des stations d'altitude. L'hôtellerie également, qui a baissé par contre cet hiver, mais qui est aussi dans une situation intermédiaire entre les stations d'altitude et les stations village. Là où par contre c'est plus difficile en termes de commercialisation, c'est sur le secteur des agences immobilières, où un lit en agence immobilière est occupé uniquement 7,8 semaines, ce qui est déjà une belle performance sur la saison d'hiver, mais c'est un niveau qui est inférieur au potentiel qu'on peut avoir dans les stations village, qui sont de 8,4 semaines et 11,3 pour les stations d'altitude. Donc c'est vraiment le secteur d'hébergement sur lequel on aurait le plus à gagner en travaillant sur la commercialisation. Si on regarde plus particulièrement votre secteur diffus, donc les occupations aussi de ces lits-là par les propriétaires, etc., sur le moyen terme, dans les stations d'altitude, en moyenne, un lit diffus est occupé 3,9 semaines, avec une légère progression. Chez vous, sur la saison d'hiver, on constate aussi que sur l'Alpe d'Huez, on enregistre 4,6 semaines d'occupation. Donc c'est vraiment déjà un niveau d'occupation qui est nettement supérieur à ce qu'on peut constater dans les stations d'altitude. Ça, c'est dû aussi à la proximité de votre station, à votre potentiel de propriétaire du bassin grenoblois, lyonnais, etc., avec un potentiel de venue aussi sur des week-ends et autres, mais une progression, une meilleure consommation, je dirais aussi, de ces lieux-là, à suivre aussi en termes d'activité de location de particulier à particulier, pour savoir comment est-ce que ça impacte aussi ce secteur-là, au détriment éventuellement des agences immobilières locales. Vous voyez ici les différences de remplissage que vous avez sur la saison entre les différents secteurs, avec la courbe en rouge pour les résidences de tourisme, les différentes variations qu'on peut avoir, la courbe en bleu pour les agences immobilières qui montre vraiment bien les deux types de commercialisation et la difficulté à aller aussi sur une commercialisation sur les marchés étrangers, et puis enfin votre secteur des lits diffus de vos propriétaires en résidence secondaire qui génèrent en volume une plus forte activité certes, mais vous le voyez vraiment en termes d'occupation de ces lits-là, qui sont remplis essentiellement un peu sur les vacances de Noël, Nouvel An, un peu plus sur les vacances de février avec un pic, mais le reste du temps qui reste quasiment vide pour votre station. Si on passe maintenant à l'activité du domaine skiable, la première spécificité au niveau de votre domaine skiable, c'est que vous êtes vraiment sur un modèle économique qui vit grâce au ski de séjour, et c'est vraiment une belle performance en la matière. 73% de vos journées skieurs sont dues à des forfaits séjour. On est vraiment dans les tendances de ce qui se font sur les domaines des stations d'altitude. Un poids des forfaits saison qui représente 10% de l'ensemble des journées skieurs et des forfaits journées 17%. Les résultats de votre domaine skiable sur cet hiver sont également très bons, puisque vous terminez en termes de journées skieurs à plus 0,9%. À savoir que sur l'ensemble de la tendance du réseau, on est au contraire à des baisses, comme sur l'ensemble de la fréquentation des nuitées, à des baisses importantes. Là où le domaine skiable a fortement progressé, alors tout d'abord la période de Noël-Nouvel An qui termine à plus 3,4, une plus faible activité sur l'intervacances de janvier-février où on termine à moins 7, mais impactée, comme vous le voyez, essentiellement sur la semaine 2, juste après le jour de l'an, et également sur la semaine 7, où on avait le potentiel de clientèle belge l'année dernière.
Les vacances d'hiver qui se traduisent par une très belle performance, plus 4,5%, là où au contraire sur les autres stations, on est vraiment en perte d'activité sur cette période-là. L'intervacances de mars-avril avec moins 4,4% et les vacances de printemps qui ont bien marché également, qui terminent à plus 16%, avec un fort taux aussi, toujours tiré par la clientèle étrangère, sur la semaine 15 et sur la semaine 16. L'activité du ski, donc comme je vous le disais, progresse de plus 0,9, impactée à la fois par une progression du ski de journée, qui termine à plus 0,7, et puis surtout par le ski de séjour, à plus 1%. En termes de rendement du ski de séjour, on a regardé combien de journées skieurs générait un lit touristique de journées skieurs en termes de séjour pour évaluer la performance du domaine skiable. Vous voyez que sur votre station, au niveau du domaine Alpes d'Huez, un lit touristique génère 25 journées skieurs, ce qui est un niveau vraiment nettement honorable, puisque dans les stations villages, on est uniquement à 13 journées skieurs, et on se rapproche donc fortement des stations d'altitude à 31 qui ont un score à 31 journées skieurs. Enfin, concernant votre clientèle étrangère, ça c'est aussi un gros point fort de l'Alpe d'Huez, puisque vous avez plus de 1 client sur 2 qui provient des marchés étrangers, avec un impact vraiment très important du développement commercial fait par les opérateurs. Donc vous terminez en plus en progression sur cette saison, 52% de clientèle étrangère, là où dans la moyenne des stations d'altitude, on est uniquement à 49%. Donc cette progression-là, on est plus sur certaines stations avec une tendance à la baisse au contraire. Vous voyez ici, en fonction de vos principaux marchés émetteurs, alors tout d'abord les Anglais, concernant l'ensemble de la clientèle, nettement devant, qui ont été stables en plus sur cet hiver, suivi derrière par le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas, et puis avec des progressions aussi sur l'Israël et la Russie. Au niveau de votre clientèle étrangère, ce qui est aussi très très important dans le modèle économique de l'Alpe d'Huez et qui est très spécifique, c'est que cette clientèle étrangère, vous ne la retrouvez pas que sur certaines semaines, elle impacte vraiment toute votre saisonnalité sur toutes les périodes de la saison. Vous le voyez ici sur ce graphique, ils sont représentés en rouge. L'intervacances de janvier-février, par exemple, est soutenue à 62% par la clientèle étrangère. Donc heureusement que vous avez ce fort développement commercial pour aller chercher aussi ces marchés étrangers sur ces périodes-là qui sont plus difficiles, et y compris sur les vacances d'hiver, où la clientèle étrangère représente 40% de votre clientèle. Donc quelles que soient les périodes, c'est vraiment un volume aussi d'activité sur ces marchés qui est très important avec le travail historique fait par l'ensemble de la station. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'enjeux, de préconisation aussi d'orientation stratégique pour la saison d'hiver et pour améliorer la fréquentation? Tout d'abord, pour moi, le premier enjeu pour vous va être de conforter le volume de lits professionnels. On l'a déjà dit, on a eu des fermetures d'établissements, il faut travailler tout particulièrement l'anticipation des sorties de baux en résidence de tourisme, les éventuelles pertes de lits dans le secteur locatif. Pour l'instant, on est en progression au niveau des agences immobilières, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer si on le regarde sur ce qui peut se comparer aussi dans les autres stations, avec vraiment donc l'enjeu de mobiliser les meublés pour la location via les professionnels, agences immobilières, via les outils de mise en marché, à travers la centrale de réservation, etc. Donc premier enjeu, de maintenir, voire de développer la capacité d'accueil touristique, si vous avez aussi les projets de création de lits touristiques supplémentaires. Le deuxième est de travailler à l'élaboration d'une stratégie de développement commercial, avec vraiment un travail collectif là-dessus. On l'a vu tout d'abord pour renforcer le remplissage des lits professionnels, c'est vraiment la première priorité, pour conforter leur activité, celle du domaine skiable tout particulièrement, avec toutes les retombées sur l'ensemble des commerces, restaurateurs, etc. qu'on peut avoir. Le deuxième point, qui est de renforcer l'activité des agences immobilières. On a vu que c'était le secteur d'hébergement qui rencontre le plus de difficultés, je vais dire. On est sur une progression de lits, certes, mais on est sur une baisse des niveaux d'occupation et on est en train, au fur et à mesure, de perdre de l'activité, de perdre des séjours sur ce secteur-là. Donc c'est vraiment le premier secteur aussi à travailler, à renforcer, en travaillant tout particulièrement sur les périodes creuses d'intervacances, en travaillant la commercialisation sur les marchés étrangers aussi, sur ce secteur-là d'hébergement.
vous le voyez ici, hein, sur tous les potentiels aussi d'amélioration. Alors je dirais tout d'abord à travailler au niveau de vos courbes de fréquentation et des trous que vous pouvez avoir. Tout d'abord sur vos cœurs d'activité avec les périodes de vacances scolaires françaises. Vous avez ici au moins une semaine sur lesquelles vous pouvez essayer de travailler sur la période de vacances d'hiver. Et puis également, je vous en parlais tout à l'heure, Noël, jour de l'an, avec une progression qu'il faudrait aussi avoir pour essayer de gagner des séjours sur la semaine de Noël tout particulièrement. Vous voyez clairement les différences aussi d'activité des agences immobilières, donc d'essayer de soutenir ce secteur d'hébergement, tout particulièrement sur les périodes d'intervacances avec les actions sur les marchés étrangers et sur la commercialisation tout particulièrement et vos outils commerciaux. Et puis ensuite, la mobilisation aussi du secteur des lits diffus. Le troisième enjeu justement, c'est vraiment de travailler sur une stratégie globale de toute cette mobilisation de vos lits en résidence secondaire. Les lits en résidence secondaire, pour moi, ce sont les lits à la fois professionnels, hein, qu'on va retrouver dans les résidences de tourisme, dans les agences immobilières, mais également tous les lits diffus, en distinguant les propriétaires qui louent occasionnellement, ceux qui louent de manière plus récurrente, qu'on va retrouver sur de la location de particulier à particulier, ou alors les propriétaires dans le diffus. C'est en travaillant aussi, en ayant cette connaissance-là de votre public propriétaire, de ce qu'ils veulent pour l'avenir aussi de votre station, comment est-ce qu'ils envisagent de consommer aussi la station et de s'engager pour remplir les lits de la station à moyen terme, qu'on pourra aussi travailler sur une stratégie d'optimisation en anticipant ces sorties de baux, etc., qui sont aussi un risque important pour votre station à l'avenir. Donc le fort enjeu, il est sur cette mobilisation-là de l'ensemble de vos lits et de travailler leur commercialisation. Dans l'idée, c'est à chaque fois de dire on a nos meilleures performances en termes de remplissage qui sont en résidence de tourisme, on perd X semaines de location quand on est en agence immobilière, donc qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de travailler avec les agences pour remonter au niveau de la commercialisation. On a ensuite les lits commercialisés de location de particulier à particulier qui sont encore à un niveau inférieur. Qu'est-ce qu'on fait soit pour les faire changer de secteur d'hébergement et les remettre dans le circuit professionnel, ou alors pour les faire monter aussi en compétences en fonction. Et puis aussi vos lits diffus, vos propriétaires particuliers, comment mettre en place une stratégie pour qu'ils viennent plus, qu'ils le prêtent plus à de la famille, etc., pour améliorer l'ensemble des retombées économiques. Voilà sur l'ensemble des enjeux. Je vous propose maintenant de passer rapidement sur le calendrier de l'ensemble de la saison d'hiver prochain, pour qu'on regarde aussi les enjeux là-dessus et comment va se dessiner l'ensemble de la saison. Tout d'abord, sur le tout début de saison, Noël, jour de l'an, on va être encore sur un calendrier qui va être, à l'instar de celui de l'hiver dernier, qui va être vraiment très bon, avec une excellente fréquentation, puisqu'on va avoir toute la concentration de vacances françaises et étrangères sur les 2 semaines en question, notamment donc avec les Anglais, les Belges, les Néerlandais, etc., qui vont être en vacances sur ces périodes-là. Donc ça va être une très grosse activité, tout particulièrement sur la semaine du jour de l'an. Elle peut aussi être très très bonne sur la semaine de Noël. Vigilance quand même, parce que cet hiver, vous n'étiez pas parmi les plus performants sur cette semaine-ci. Donc soyez vigilants sur votre positionnement tarifaire. Généralement, maintenant sur les gros opérateurs, on constate même 30% d'écart entre la semaine des tarifs de Noël et du jour de l'an. Donc vérifiez vraiment la concurrence aussi là-dessus, puisque les points se creusent en la matière. Vigilance aussi, puisqu'on est encore sur un calendrier favorable, mais déjà on passe avec les fêtes qui sont un jeudi, avec un calendrier qui va commencer justement à bouger et à être moins favorable en se rapprochant donc du samedi là-dessus. L'intervacances de janvier-février, le point positif d'abord, on a une période d'intervacances qui se raccourcit d'1 semaine, avec le décalage du calendrier des vacances françaises. Mais par contre, on a peu de marchés étrangers en vacances sur cette période-là d'intervacances. Sur la 2e semaine, un potentiel de clientèle russe, mais c'est essentiellement tout. Le reste, il va falloir de nouveau se concentrer sur les vacances d'hiver. Si on passe justement à ces vacances d'hiver, ces vacances de février, la semaine qui va être exceptionnelle sera la 2e semaine des vacances, puisqu'on a aussi la concentration, en même temps que les 2 zones, des Parisiens qui vont être au milieu des vacances de février, et puis des Anglais, des Belges et des Néerlandais qui vont être sur cette semaine-ci. Donc ça va être la semaine la mieux remplie, avec des tarifications qui vont être les plus soutenues. La 3e semaine donc, du milieu aussi des vacances scolaires, qui va être bien soutenue
avec aussi quelques nationalités étrangères en vacances, notamment les Néerlandais. Là où ça va être plus délicat, ça va être sur la première semaine et la dernière semaine. Point de vigilance encore, on est sur une intensification de la concurrence, sur un modèle avec les résidences de tourisme qui n'hésitent pas à dégriffer, même s'ils sont encore dans une logique d'augmentation tarifaire, ils ont la capacité, eux, de casser les prix avec du moins 30, moins 40, moins 50% à ces périodes-là, choses sur lesquelles les agences immobilières n'ont pas la possibilité de suivre en la matière. Et on va retrouver des vacances d'hiver maintenant avec 3, voire 4 périodes tarifaires sur les vacances. Donc on n'est plus sur du tout haute saison. Soyez aussi vigilants là-dessus et vigilance par rapport au prix de la première semaine et de la dernière semaine. L'intervacances de mars-avril, enfin, avec une semaine de plus à commercialiser. Celle qu'on a perdue sur le mois de janvier, on la retrouve ici sur cette fin de saison, donc plus difficile là-dessus. Par contre, de nouveau, soutenu par la semaine 15, et notamment avec les vacances anglaises et belges, avec un potentiel de clientèle belge là, qui va aussi se répercuter sur cette semaine-ci, si on a une vraie attractivité tarifaire. Donc on devrait avoir un bon soutien à la fois sur la semaine 14, 15 et 16, à l'instar de ce qu'on a eu cette fin de saison, avec un regain aussi de clientèle et des potentiels de marché étranger. Ça peut aussi bien fonctionner, vigilance toujours sur le positionnement tarifaire. Et puis enfin, les vacances de printemps, donc toujours très tardives, comme je vous le disais, avec le potentiel de clientèle étrangère sur la semaine 16 plus particulièrement. Après, vous avez vu que vous étiez avec une activité très réduite sur les autres semaines. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques par rapport à cette présentation-là du modèle de l'hiver. Merci. C'est parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Yosé, je suis le directeur associé de l'agence Révolutionnaire. Nous sommes avec Céline Périllon, Alban, et puis quelques personnes chez nous, le service de presse de l'Alpe d'Huez, votre service de presse. Notre agence travaille dans le milieu de la montagne, on est l'agence leader dans le milieu de la montagne avec plus d'une trentaine de stations en Europe, des plus grandes dans les Trois-Vallées jusqu'aux plus typiques comme celle du Vercors. Et naturellement l'Alpe d'Huez, pour qui nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes aussi l'agence du syndicat des moniteurs, l'agence de Suisse Tourisme pour la France et le Benelux. Et nous œuvrons également dans les univers des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Nous sommes leaders dans le lancement des jeux vidéo. Nous travaillons également dans les univers de la santé et de l'environnement et du sport naturellement dont nous sommes issus. Nous allons vous présenter aujourd'hui le bilan des relations de presse de la saison 2013-2014 pour l'Alpe d'Huez. 550 retombées médias hors Internet, hors également le festival du cinéma d'humour, qui a été comptabilisé à part parce que c'est un bloc lui tout seul et qu'il est intéressant de le regarder tout seul. Il est surtout important de ne pas mélanger les deux pour qu'on ait une véritable photo, une véritable synthèse de ce que sont les relations de presse liées à la promotion et à la notoriété et les relations de presse autour des événements forts. 35 heures d'antenne, télé et radio confondues, 130 accueils presse sur place, c'est Céline qui les a gérés. De temps en temps, nous venons prêter main forte, notamment tous les 3 ans pour le ski Open Côte d'Or, puisque nous sommes aussi co-organisateurs du ski Open Côte d'Or, aux côtés du syndicat national des moniteurs du ski français. 300 millions de contacts et 9 millions d'euros en équivalent publicitaire. Donc là, ce système de calcul est fait par des agents spécialisés qui comptabilisent l'ensemble et font un comparatif. Ça représente quasiment 3 fois le budget de l'Office du tourisme, donc c'est un excellent investissement. Et ça permet d'avoir un comparatif avec les autres stations. Donc vous êtes dans le peloton des 5 meilleurs résultats de France et vous avez certainement le meilleur rapport qualité-prix en termes de budget investi et globalement et retombé. Là, vous voyez, le camembert est idéal, puisque la quasi-totalité des
photos de communication sont représentées. Donc ça va des cartes postales. C'est très important la carte postale pour l'Alpe d'Huez parce que ça n'aura échappé à personne que vous êtes ici sur un site dominant. C'est un des plus beaux panoramas des Alpes. Et dans les retombées de presse, il est fondamental que ces panoramas soient vus le plus souvent possible, en particulier en télé et dans les magazines. Et la partie carte postale est importante. L'autre partie importante a été l'ouverture anticipée qui nous a permis de démarrer très très fort sur la saison. Mais avant ce démarrage pour l'ouverture, nous avons eu tous les autres panels représentés au sein des médias français, en particulier de la presse écrite, avec notamment les bons plans, les activités, ce qui est fondamental puisque c'est là-dessus qu'on communique en avant-saison et que c'est ce qui permet aux gens d'avoir l'Alpe d'Huez en stock de projets. Il y a eu aussi la Folie Douce qui a été un excellent outil de communication parce que ça n'est pas qu'un restaurant d'altitude. Pour nous, les médias le considèrent à la fois comme un multi-produit, multiple au niveau des activités qui sont vendues sur place et multiple au niveau des générations à qui on s'adresse. Et c'est vrai que l'appétence des médias français sur la Folie Douce est forte. La deuxième raison pour laquelle l'appétence des médias français sur la Folie Douce est forte, c'est que c'est un produit français innovant et qu'on a été les premiers en France à avoir cette typologie de produit qui est petit à petit reprise en Autriche et en Amérique du Nord, mais c'est en France que ce concept est né, avec Luc Reversade à la manœuvre à l'origine. Donc ça a été cette année un outil de communication efficace et on l'a utilisé en tant que tel, comme on a utilisé l'ouverture précoce des remontées mécaniques, qui nous ont permis après d'être dans la tête des journaux jusqu'à la fin de la saison. Donc 40 millions de personnes touchées, en presse écrite c'est très conséquent, et plus d'une centaine d'articles, 13 dépêches. 13 dépêches, ça signifie que les agences de presse comme l'agence France Presse, Reuters et compagnie ont relayé tout à fait correctement les informations de l'Alpe d'Huez. Là, vous avez une photo, naturellement, d'autres médias ont parlé de l'Alpe d'Huez, mais on a essayé de prendre les plus représentatifs. Et vous voyez que la photo est intéressante puisque vous avez des médias mode, des médias tendance, de la presse spécialisée, de la presse généraliste, de la presse économique, de la presse sportive. Et c'est ce qui est important dans un bilan. Si vous focalisez tout sur un secteur d'activité, vous allez passer à côté de certaines des cibles. Là, tout est représenté. Vous constaterez qu'il y a une forte représentation de magazines, et les magazines c'est quelque chose de fondamental, en particulier en avant-saison, puisqu'il faut être dans les rubriques conso de ces magazines pour que les gens aient envie de choisir l'Alpe d'Huez en tant que destination pour les vacances d'hiver. Là, quelques-unes des retombées. Là aussi, c'est intéressant, donc on les a mises pas tout à fait au hasard, mais c'est assez représentatif. Donc, l'ouverture anticipée qui nous a permis de communiquer. Naturellement, les ambassadeurs. Une station vit à travers son produit, elle vit aussi à travers les hommes et les femmes qui incarnent ce produit et les qualités de celui-ci. Ophélie David, on a eu la chance aussi de communiquer cet hiver sur Gauthier de Tessières, même s'il n'est pas allé au JO, c'est un excellent ambassadeur. Ophélie, on en a parlé tout l'hiver, on en a parlé avant les Jeux, on en a parlé pendant les Jeux, on en a parlé aussi après les Jeux. Et d'une part, elle s'est vraiment prêtée aux Jeux, sans jeu de mots, et c'est une excellente ambassadrice de la station. Elle parle très très bien de votre produit, elle le vit, elle l'incarne, et c'est quelqu'un de très agréable à travailler, de très très disponible, y compris en année olympique, ce qui n'est pas du tout évident. Ensuite, on a parlé beaucoup dans la presse des produits originaux, et notamment de ce fameux clair de lune à l'Alpe d'Huez, mais de l'ensemble des produits ski qui sont vraiment typiques à la station, et ça nous a permis de faire notre travail correctement. Alors, c'est amusant aussi de profiter des marchés de niche pour communiquer, et en particulier sur la presse spécialisée. On le voit avec Tétu, là. Ensuite, des choses qui sont beaucoup plus généralistes, avec la Folie Douce, mais sur l'Express, il y a eu d'autres papiers sur d'autres sujets. Et dans le Nouvel Obs,
la multiplicité des activités possibles sur la station de l'Alpe d'Huez, avec toujours le clin d'œil été-hiver et les activités qui sont pratiquées sur les 2 saisons. Je parlais tout à l'heure de panorama. À mon sens, l'Alpe d'Huez, c'est un des 3, si ce n'est le plus beau panorama des Alpes européennes. Et chez nous, Alban et Céline ont consacré une bonne partie de leur temps à ça, à savoir mettre toujours en lumière la qualité de ces panoramas, en particulier sur la presse magazine. Et c'est pour ça qu'on fait de gros efforts pour essayer d'obtenir des reportages qui fassent 2, 3, 4 pages pour qu'on puisse avoir ces illustrations qui incarnent bien la station. Et les activités, toujours avec des activités engagées et d'autres activités qui sont à la portée de gens qui, sportivement, sont plus calmes. Là, pareil, on est toujours dans le même registre. On a été très présent aussi dans la presse télé. On a profité du happening des JO pour être présent dans la presse télé. La presse télé en France, ce sont les plus gros tirages. Et chacun de ces magazines, TV Mag, TV 2 Semaines, TV Hebdo, etc., font quasiment tous près d'1 million d'exemplaires en tirage. Donc c'est fondamental d'être chez eux. Avec la presse télé, on touche les classes moyennes. Avec la presse magazine en général, on va toucher les catégories un peu plus haut de gamme. Et la presse sportive, naturellement. Là maintenant, on va parler télé. Donc, en télé, ce qui est toujours intéressant aussi, c'est que le camembert est toujours bien réparti. Les cartes postales, les vacances, les événements. Ce qui est important aussi, c'est que la partie sécurité qui touche aux mesures prises pour résoudre les problèmes d'accidentologie est là, elle est représentée, mais elle ne représente qu'une portion congrue. Et c'est très très important parce qu'il ne faut pas qu'on associe systématiquement le produit ski Alpe d'Huez à l'accidentologie. On parle des solutions qui permettent d'éviter les problèmes. Là, on voit bien que les événements représentent une part importante, les vacances aussi, l'ouverture une part toujours très importante, et le volet carte postale avec la notoriété et l'image de l'Alpe d'Huez. Donc un camembert qui reflète bien l'ensemble du produit. 180 millions de personnes touchées. Au-delà de 100 millions, on considère que c'est un bon score. Au-delà de 150 millions, c'est un excellent score. Donc là aussi, on est dans les entre 3 et 5 dans la position des stations françaises, ce qui reste tout à fait honorable. On est présent sur la totalité des supports spécialisés, aux supports sportifs, en passant par les supports internationaux et les plus grands supports français. On a été dans la totalité de ces supports à plusieurs reprises. Et là aussi, le travail d'une agence, c'est de jouer, de former une équipe avec Céline et ceux qui travaillent sur place. Céline accueille, fidélise, relance les médias qu'elle a rencontrés, et en particulier sur la grande région. Nous, de notre côté, nous faisons évoluer le fichier presse, et surtout nous faisons évoluer la nature et la qualité des contacts. Il y a 10 ans de cela, sur un fichier de 5000 noms, il changeait à peu près 12% par an de la totalité du fichier. Aujourd'hui, on dépasse plus de la moitié, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, la moitié des journalistes ne sont plus les mêmes. D'où la nécessité de travailler avec une agence pour permettre à un site touristique et à un produit en général de renouveler ses contacts et de chaque fois systématiquement les rencontrer, aller assister aux conférences de rédaction, rencontrer les journalistes sur place lorsqu'ils ont pris de nouvelles fonctions et leur proposer systématiquement le produit l'Alpe d'Huez. Donc toutes les chaînes, et on va du reportage télévisé pour l'ouverture par exemple. La neige est tombée en abondance, y compris à basse altitude, ce qui permet l'ouverture des stations, de quelques-unes, en tout cas un exemple à l'Alpe d'Huez avec Jean-Marie Delot et Brice Géret. Bon, on va peut-être pas le regarder en intégralité, d'autant que la qualité n'est pas terrible. Là donc on est sur la fin de la saison sur l'autre. Là c'était de l'événementiel.
Ici, c'est le magazine de la santé, un reportage sur le port du casque. C'était un rebond sur l'affaire Schumacher à Méribel qui nous a permis de parler aussi de sécurité, mais tout en montrant des beaux paysages et de l'activité positive. On passe à la presse radio. Donc la presse radio, c'est le média réactif par excellence. Donc on va se trouver sur des formats beaucoup plus courts. On va travailler beaucoup plus sur de l'événement. Ce qu'on appelle événement, c'est l'ouverture de la saison, c'est les vacances, c'est le produit en avant-saison sur les innovations et les nouveautés. C'est aussi, naturellement, lorsqu'il y a l'arrivée des skieurs et l'anticipation de l'arrivée, c'est du reportage d'ambiance. Donc là, dès qu'on a un message rapide à faire passer, c'est aux radios qu'on va s'adresser en priorité. Là aussi, un camembert qui est beaucoup plus dense, avec des gros blocs, on a moins de sous-parties. On est sur les vacances, on est sous l'ouverture. Vous voyez que l'ouverture représente près de 30%. Et c'est important d'ouvrir très tôt pour être présent très tôt. Et grâce à une ouverture anticipée, ça nous permet après d'être fort pendant toute la saison. On voit aussi l'importance des ambassadeurs avec Ophélie David et les JO et de la place qu'a pu prendre l'Alpe d'Huez dans les JO. On a profité des JO aussi pour monter avec Fabrice une opération avec Eurosport. Eurosport est venu sur place, ça nous a permis d'avoir un temps d'antenne important sur la chaîne et de faire parler de l'Alpe d'Huez pendant les JO à travers vos ambassadeurs et en particulier Ophélie. La sécurité naturellement et toutes les activités diverses et variées qui ont été abordées. On a fait un bloc d'hiver. Donc quelque chose d'harmonieux, de bien réparti, qui a commencé tôt dans la saison et qui s'est fini vraiment à la fermeture. Donc on a été présent tout au long de la saison. 50 millions de contacts, à savoir qu'en radio, lorsqu'on touche une personne, en fait, on la touche 4 à 5 fois, et c'est un média qui est très pratique pour marquer les esprits et pour entrer dans le stock de projets des vacanciers. Un média incontournable. Là, vous voyez qu'on est présent sur la totalité des radios. Naturellement, il y en a d'autres, mais on a essayé de faire un panel. De la numéro 1, qui est RTL, qui est la radio des écoles du ski français, en passant par Europe 1, qui est la radio qui monte, qui avait perdu un peu le fil depuis 4-5 ans, qui s'était fait un peu bouffer le nez par RMC, mais qui a repris du poil de la bête, et qui, dans les derniers sondages, a repris un point, en passant par des radios plus jeunes et des radios qui sont pile poil sur vos hauts de gamme. Je vous parle de radio classique, avec Poivre d'Arvor notamment, qui a repris la tranche du 18-20 heures sur Radio Classique. Donc c'est une radio dont on ne peut plus se passer si on veut parler au CSP+. Et notre travail, c'est justement de segmenter en fonction de votre clientèle nos interventions dans les différents médias. Et puis ensuite des radios régionales pour votre clientèle régionale et des radios qui suivent, comme France Info, qui suivent vos clients un petit peu partout dans la voiture et qui nous permettent de faire passer les messages de façon récurrente à de multiples reprises. Ensuite, la presse écrite régionale. Pour certains d'entre vous, la presse écrite régionale, il y a quelques années encore, c'était le Dauphiné libéré, point barre. Pour nous, le Dauphiné libéré, on ne lui parle pas, on lui parle peu, c'est Céline qui s'en charge, et elle le fait très bien, la présence dans le Dauphiné est forte. Elle s'adresse aussi à la presse de proximité régionale qui est fondamentale pour vous, Grenoble, Lyon. Et nous, notre job, avec Céline, c'est de parler à l'ensemble des autres titres de la presse régionale sur la totalité de vos marchés émetteurs. Donc on va penser au progrès naturellement, mais ensuite on va couvrir la totalité. Et là on voit la multiplicité des thématiques qu'on a détaillées. Naturellement, en avant-saison, dans les rubriques généralistes de la presse régionale, on va parler des bons plans, on va parler des vacances, on va parler de l'ouverture quand le temps arrive à l'ouverture, et on va parler de vos ambassadeurs, des nouveautés, des événements. Donc c'est vraiment une photographie de l'ensemble de vos propositions de produits et d'événements qui sont abordés. Et on va passer maintenant, alors c'est 30 millions de personnes contactées, c'est 188 articles sur la totalité de la saison, et vous allez voir dans la représentativité
vous allez voir la territorialité des titres. Donc de la montagne avec la zone Clermont à la Dépêche du Midi, donc le sud-ouest, en passant par les Vosges, le littoral, la Provence aussi qui représente pour vous un bassin de clientèle important. Donc nous, notre job, c'est de faire en sorte que la totalité de vos marchés, après les avoir analysés, on aille leur parler dans leur propre presse régionale. Les télés régionales, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais la presse quotidienne régionale, on va chercher vos marchés dans chacune de la région. Et là, on voit bien la représentativité des titres. On est présent dans la quasi-totalité de vos zones de chalandise. Donc la presse régionale, c'est un vecteur de communication très important, et c'est un vecteur qui est un vecteur familier. On rentre dans les bistrots, on rentre dans les familles, et ça nous permet d'apporter une information précise sur l'ensemble de vos produits, des événements, etc., et de toucher vos clients chez eux. Vous avez quelques exemples. Là, c'est surtout, on a pris des papiers de la presse quotidienne locale, et on voit bien justement la variété des thématiques abordées. Là, il y a beaucoup d'événements. Un papier aussi sur À nous Paris qui parle de la folie douce et qui parle de la multiplicité des produits que représente ce produit en lui-même. Là, vous avez le Progrès, les affiches, le Dauphiné avec l'événementiel. Et on reprend toujours systématiquement cette thématique du paysage et de la multiplicité des produits de l'Alpe d'Huez, avec notamment la piste du tunnel, y compris dans la presse quotidienne régionale. Et que ce soit dans la presse quotidienne régionale, dans la presse nationale, dans la presse magazine, systématiquement aussi, notre action consiste à intervenir très tôt. C'est pour ça qu'on vous relance et que Céline et les services de l'Office du tourisme vous relancent très tôt pour pouvoir avoir les informations et envoyer un premier jet du dossier de presse dès le mois de juillet, parce que 30 à 40% de la presse magazine travaille ses cahiers hiver pendant l'été, et les stations qui arrivent en septembre avec leur dossier de presse ont perdu déjà 25 à 30% du potentiel des cahiers hiver. Donc il est vraiment fondamental d'arriver très tôt, et c'est pour ça que l'Office du tourisme vous relance dès maintenant pour avoir ces informations-là. Je crois qu'on a terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Thierry. Donc je vais vous faire maintenant une petite présentation des retombées qu'on a eues sur l'ensemble des services de l'Office du tourisme l'hiver dernier, et qui se terminera par aussi les différents événements qu'on peut avoir cet été. Donc plutôt que vous faire un long discours et une longue présentation, on a fait un choix de vous faire avec l'ensemble des services de l'Office un film qui va durer à peu près 5 minutes, qui balaye l'ensemble des services et les actions qui sont faites au service avec des chiffres qui sont, vous verrez, assez parlants sur des volumes, sur des quantités, sur des augmentations. Et on a trouvé que c'était peut-être plus sympathique et c'était un peu différent. Donc je vais le lancer, je vous demande juste 2 secondes, et puis après on pourra échanger dessus si vous le souhaitez.
il faut féliciter Lionel qui a beaucoup travaillé là-dessus, parce que c'est lui qui a synthétisé, qui a fait toute la mise en place. Donc on a essayé effectivement dans ce petit film que vous retrouverez à partir de demain, on mettra sur le blog. Donc je rappelle ce qu'a dit Nicole tout à l'heure, effectivement on a maintenant mis un système d'information qui est à disposition de l'ensemble des gens de la station, un blog sur lequel toutes les semaines on alimente avec des nouvelles pour pouvoir essayer de vous apporter le maximum d'informations possibles. Donc il sera demain à partir de demain sur ce support. Voilà. Donc on a essayé à travers ça de faire un petit résumé de l'ensemble de l'activité de l'Office du tourisme sur une période hivernale. Donc vous vous rendez compte qu'on fait beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de travail, souvent caché. C'est comme l'iceberg, on a 10% de ce qui se voit, c'est l'accueil, c'est l'animation. Et puis on a 90% du travail de fond. Thierry l'a bien dit tout à l'heure avec la presse, on ne se rend pas compte toujours de l'importance du travail qu'on peut apporter. Et c'est une bonne collaboration entre l'agence de presse parisienne et le service presse à l'Alpe d'Huez qui permet d'avoir l'ensemble de ces retombées. L'exemple en est le plus flagrant, c'est l'ouverture de la station où avec la SATA, on a travaillé très fort avec Alban, parce qu'à cette époque-là, on l'a fait tous les deux, parce que Céline était en congé, je suis désolé Céline, voilà, petit pas là, mais c'est vrai qu'on a réussi grâce à la réactivité de la SATA qui a pu ouvrir le 16 novembre de manière très rapide, à avoir une couverture média qu'on avait, je crois, jamais eu à l'Alpe d'Huez cette année. Et à trois, ce travail-là nous a permis d'être le plus présent possible en début de saison, ce qui a permis aussi d'avoir des relances derrière et d'être dans l'esprit des gens. Donc c'est un travail de tous les jours, les éditions, l'animation, ce que vous avez pu voir, l'accueil qui est important. Donc tous ces éléments-là qui fait qu'on a aussi, et je l'oublie tout à l'heure parce qu'il est en train de nous filmer derrière, c'est Guillaume avec l'Alpe d'Huez TV qui, grâce au travail, parce qu'on voit l'Alpe d'Huez TV, mais tous les films qu'il fait ou tous les rushs sont systématiquement envoyés à Révolutionnaire pour pouvoir avoir des images en direct. Les petits films qu'on a vus tout à l'heure, certains de ces films sont faits grâce à ça, puisqu'on met à disposition des médias des rushs en direct dans un temps très très court, puisque dans l'espace de 2-3 heures, ils peuvent les avoir pour faire des journaux du soir ou du midi quand ils nous demandent des demandes spéciales, parce que des fois on a des demandes en disant je veux un sujet ou des images sur tel sujet, et c'est vrai que la réactivité qu'on a grâce à Alpe d'Huez TV nous permet de faire ça aussi. Voilà. Donc c'est un travail d'une équipe globale qui nous permet d'avancer. La réservation aussi, vous avez vu les progressions qu'on a pu faire sur la réservation, c'est très important, voilà, ainsi que les réseaux sociaux qui aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Vous avez vu les progressions qu'on a pu faire aussi, que ce soit l'événement sur Facebook, qui est aujourd'hui ce qui domine, mais sur d'autres réseaux, comme Twitter, on a aussi les comptes Instagram, d'autres derrière qu'on essaie, Google+, et c'est vrai que là-dessus, Eric et Lionel font un gros travail aussi. Donc je ne sais pas s'il y a des questions sur cette présentation, c'est vrai qu'elle a été peut-être un petit peu rapide, mais on a voulu quelque chose de synthétique, qui durait 5 minutes de condensé, pour vous faire voir l'intégralité de l'activité de l'Office du tourisme. Donc je suis à votre écoute si vous avez des questions sur ce sujet-là, je ne sais pas, ou est-ce que le film a été assez parlant pour tout le monde? Voilà, on le repassera, vous pouvez le re-regarder à nouveau. Voilà, en tout cas, avant de laisser la parole à Monsieur le maire pour la conclusion, je voulais remercier Carole, je crois, qui est déjà partie de Comède là, et puis Thierry, qui a déplacé de Paris pour cette présentation. Je crois que ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille avec Thierry, avec l'agence Révolutionnaire, et on a décidé de retravailler pour 2 ans ensemble. On a signé un contrat de 2 ans avec Thierry, parce qu'on est très très content du travail qu'il peut faire, et d'Alban évidemment, parce que c'est Alban qui nous est dédié plus particulièrement sur l'Alpe d'Huez. Voilà, donc merci à vous pour ce travail, parce que c'est pas toujours, on voit pas toujours tout ce qui est fait au niveau presse, parce que on peut pas balayer tous les médias, bien évidemment, que ce soit radio, écrite, télé, web. Donc c'est aussi ce service qu'on a grâce à cette agence de presse. Et puis une présence parisienne est incontournable. Et petite précision que tu as peut-être oublié que je vais faire, c'est qu'aussi Céline fait 2 voyages chaque année chez toi pour aller dans les rédactions. Je crois que c'est important aussi parce qu'elle peut avoir des contacts directs avec les journalistes, et elle monte 2 fois à Paris par an pour faire le tour des rédactions et prendre des contacts avec les journalistes, ce qui nous permet d'avoir un relationnel direct et qui est très important. Voilà, merci, et je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Merci Fabrice, et puis bonsoir à tous. Déjà, merci à tous ceux qui sont ici, surtout aux commerçants, parce que malheureusement, c'est toujours le plus difficile de faire sortir les commerçants chez eux. C'est pour ça que Guillaume étant en train de filmer, eh bien, on pourra voir tout ce qui a été dit sur la télé et justement le faire passer. Donc, inciter tous les commerçants que vous voyez à aller voir la petite émission qui sera faite sur cette soirée. Je pense qu'il est intéressant de regarder et de voir ce qui se fait chez nous avec un œil malgré tout extérieur, et comme on annonce qu'on fait quelque chose de pas trop mal avec un résultat qui est plutôt positif. Je pense que ça c'est une bonne chose, parce qu'à l'intérieur on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas, et nous en plus en mairie on n'a vraiment que les retours de ce qui ne va pas. Donc je crois que c'est bien d'en être conscient qu'il y a des valeurs qui sont fortes, qu'il y a du travail qui est fait, que des personnes, et beaucoup l'ont cité tout au long de la soirée,
travaille pour que justement le lendemain soit meilleur et que les saisons soient les plus fortes possibles dans l'avenir. Malgré tout, il ne faut pas s'arrêter là, c'est clair. Tout à l'heure, Carole l'a dit, la saison d'été va être une saison difficile. Sans le Tour de France, on sait que c'est à peu près moins 10% par rapport à l'an dernier. Il me disait plus 6 dans les prévisions par rapport à il y a 2 ans. Donc ça va être une saison d'été un peu plus difficile. Mais sachez que déjà l'année prochaine se présente bien puisque l'étape du Tour sera officielle le 22 octobre. Mais ça sera une étape certainement mythique et peut-être d'ailleurs jamais vue. Vous le saurez à ce moment-là et ce sera sympathique de communiquer dessus. Ensuite, sur la création de nouveaux lits, comme ça a été dit tout à l'heure, on est en plein PLU et c'est important que tout le monde le redise un petit peu autour de soi, puisqu'on arrêtera un nouveau PLU là au mois de juillet. Et à partir de là, eh bien, on est dans la perspective de remplir des zones à construire. Et les zones à construire, c'est une première chose, mais dans la foulée du PLU, on va commencer à rédiger ce qu'on appelle les UTN, unités touristiques nouvelles. C'est ce qui, aujourd'hui, justement, doit faire l'objet d'un dossier assez épais qui repasse dans toutes les administrations et qui valide par secteur un certain nombre de lits. Alors nous, on va faire une UTN sur toute la station avec tous les nouveaux lits, donc c'est 4600 lits commerciaux sur les 10 ou 15 ans à venir, ça dépendra un peu de la rapidité que l'on aura. Bientôt, très bientôt, on va faire un appel à candidature pour avoir un certain nombre d'investisseurs. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous en envoyer. On en reçoit déjà pas mal en mairie. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a aujourd'hui, du côté du ES, un intérêt pour ces investisseurs pour faire quelque chose. Donc on a déjà travaillé sur certains dossiers. Le premier dossier étant le dossier des bergers, qui sortira certainement dans les tout premiers. Donc c'est un dossier d'UTN que l'on fait en parallèle au dossier du PLU pour essayer de construire en 2016-2017 les premiers coups de pelle, ce serait pas mal. En attendant, eh bien, on a beaucoup travaillé avec le Club Méditerranée, donc le Club Méditerranée va nous poser un permis de construire qui devrait logiquement, je dis logiquement parce qu'on est toujours un peu embêté avec la centrale d'épuration qui est dans la vallée, qui devait être agrandie, et puis pour un problème de 2 fois 2 voies entre Rochetaillé et Bourdoisan, aujourd'hui le projet est un petit peu mis en attente, donc malheureusement on perd du temps à chaque fois, mais on est en train de négocier avec la DDT la possibilité de nous laisser construire des lits supplémentaires pour le Club Med, 350 lits, et surtout pour passer de 3 tridents à 4 tridents. Ça devrait se faire pour l'été 2015, donc avec la rénovation complète du Pic Blanc l'année prochaine. Malheureusement, pour la période du Tour, ce ne sera pas idéal pour recevoir le Tour de France, mais par contre, ce sera une bonne perspective pour augmenter les lits et augmenter la qualité que l'on cherche tous à avoir pour justement que nos clients soient satisfaits lorsqu'ils viennent chez nous. Côté remontée mécanique, cet été, vous savez, il y a des travaux qui se font sur la piste de Sarrel. Ce n'est pas sur US directement, mais ça permettra quand même, dès l'année prochaine, d'assurer un service maximum pour nos clients. C'est que c'est une piste qui est la plus demandée. Donc, à chaque fois, eh bien, tout ça fait que nos clients sont un peu plus contents de venir nous voir et c'est très bien. Et si on pouvait augmenter chaque année un peu plus même que ce qui a été annoncé, ce serait l'idéal pour nous tous. En tout cas, je répète, merci aux commerçants qui sont là, parce que sans les commerçants, on ne peut rien faire. Merci à toutes les personnes qui travaillent autour. Je pense que c'est difficile peut-être de poser des questions maintenant, mais par contre, autour d'un verre, eh bien, on a suffisamment de personnes ici pour se retrouver et puis pour discuter tous ensemble, sauf si vous avez une question importante, je veux bien essayer d'y répondre. Sinon, merci Thierry, merci Elban de votre déplacement. De toute façon, on est ravis de travailler avec vous parce qu'on sait que vous êtes des personnes sérieuses et efficaces. Donc, merci pour le travail que vous faites. On se retrouve tous autour d'un verre. Bonne soirée et surtout pour nous tous, eh bien, la meilleure saison d'été possible.